Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Ce soir, nous accueillons Alexandre Bande pour son livre Auschwitz 1945. Donc, euh, Par rapport aux 80 ans des commémorations. Donc, nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau. Nous avions déjà eu l'honneur de le recevoir il y a à peu près un an pour son ouvrage précédent sur l'histoire de l'antisémitisme. Ce soir, donc, nous avons Armand Bruttiot qui va procéder à l'entretien. La soirée se déroule en deux temps. Donc, tout d'abord, pendant 1 heure, ils vont échanger. Monsieur Bande va répondre aux questions d'Armand. Et nous aurons à peu près 30 à 20 minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions directement dans le chat et je les mettrai de côté pour les poser à la fin. Et si jamais vous voulez poser directement vos questions, vous pouvez réactiver vos micros pour vous adresser directement à l'auteur. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci. Armand, je te laisse la parole. Ouais, merci, merci Maude. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à nouveau à cette visioconférence organisée par l'association des Clionautes. Comme l'a dit Maude, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Alexandre Bande, historien, spécialiste de la Shoah, et donc à propos de son nouvel ouvrage Auschwitz 1945, qui est sorti au mois de janvier, comme Maud vient de le dire, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp. Alors peut-être quand même présenter notre auteur ce soir, Alexandre Bande. Vous êtes docteur en histoire, professeur en classe préparatoire, vous venez de me dire, au lycée Jean Son-Sailly, et vous intervenez aussi à Sciences Po, au Mémorial de la Shoah, et je crois aussi à l'INSPE de Paris. Et vous êtes un des trois directeurs aussi de la nouvelle histoire de la Shoah, qui est paru aussi aux éditions Passé Composé, je crois déjà en 2020 ou 2021. 2021, Et c'est ça. 2021, voilà, et dont les, les collègues pourront trouver le compte-rendu sur le site de la Cliothèque. Je l'ai moi-même trouvé tout à l'heure. Donc venons-en à Auschwitz 1945. Vous choisissez dans votre ouvrage de vous concentrer sur le moment précis de la libération du camp, le 27 janvier 45, pour en faire comme une porte d'entrée originale dans l'histoire du complexe à la fois concentrationnaire et de mise à mort nazie, et plus largement même de la Shoah. Un choix qui éclaire les derniers instants du camp, mais aussi la manière dont l'événement a été perçu, documenté et intégré à la mémoire collective. Vous montrez ainsi que la libération n'est pas seulement un simple point final, mais un moment clé justement pour comprendre l'histoire et la mémoire de la Shoah. Et donc ce soir, c'est cette articulation entre histoire, mémoire et pédagogie, parce que beaucoup de nos spectateurs ce soir sont sûrement des enseignants. Et donc, c'est cette articulation que nous souhaitons explorer avec vous dans une perspective forcément utile à notre mission d'enseignant ou tout simplement utile à tout passionné d'histoire, Alexandre. Donc, sans plus attendre, les premières questions, alors peut-être déjà sur la démarche. L'ouvrage s'inscrit dans une historiographie qui est déjà riche sur Auschwitz. Il n'y a pas si longtemps, nous avions eu le plaisir d'accueillir Tal Broutmann, par exemple. En quoi, Alexandre, votre approche se distingue-t-elle finalement des autres ouvrages qui existent sur le sujet? Bien, écoutez, merci beaucoup, Armand et toute l'association des Clionautes pour l'invitation. Ravi de croiser les collègues, même si dans ce format-là, on ne croise pas grand monde. En fait, on voit des noms et on aperçoit des visages. Mais c'est très, très sympathique de m'accueillir. Je suis très touché d'être là ce soir. Euh, sur la présentation, je ne reviens pas sur l'ouvrage et le travail qui a été fait non plus. Mais pour répondre à votre question, justement, j'ai besoin de recontextualiser un petit peu les conditions dans lesquelles l'ouvrage s'est réalisé et a été effectué, même si je sais qu'on va revenir dans un instant sur la question des sources et la question des outils de travail. Mais pour revenir à la question que vous posiez, quand j'ai réfléchi à cette publication, je me suis rendu compte que, bien sûr, il existe les travaux d'Annette Vievorka,
de nos références sur le sujet. Quand je dis nous, toute une génération d'historiens qui ont travaillé sur le sujet depuis quelques années. Auschwitz 60 ans après, qui a donc 20 ans cette année. Il y a les travaux de Tal Brutmann, le Auschwitz de Tal a 10 ans. Je ne prétends pas pouvoir... enfin, je n'ai pas vocation à me dire que 10 ans après, c'est le mien qui arrive pour les 80 ans, mais c'était un peu l'idée, non pas de compléter, mais d'ouvrir dans une perspective un petit peu différente. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je m'y réfère régulièrement, je cite mes sources, les travaux de Tal Brutmann, les travaux d'Anne Vivorka, les travaux de Francis Piper, comme on dit en anglais, enfin, mon collègue polonais, les travaux qui ont été faits également, alors le travail de Tal sur l'album d'Auschwitz et de ses collègues allemands, Kreutzmüller, est un travail qui était nécessaire et sur lequel il est bien que le grand public ait un regard, mais nous, quand je dis nous, les historiens de la Shoah, l'album, on le connaissait depuis longtemps, donc les productions photographiques qui sont utiles pour l'arrivée des Juifs hongrois et les questions qu'elles posent, on les connaissait et c'est très bien et elles ont été super bien analysées. Mais ce que je veux dire, c'est que ma volonté, c'est pas de refaire une histoire d'Auschwitz. Elle existait déjà. C'était pas de refaire une histoire de l'ensemble du complexe, mais vraiment de partir de cet événement qui est celui de l'ouverture ou de l'arrivée des Soviétiques sur le site et de me servir puisqu'on va y revenir, de ce sur quoi moi je travaille depuis 20 ans, c'est-à-dire les lieux, l'histoire et la connaissance des lieux. Et de me dire que même dans les très bons articles, ou les deux manuels que je viens de citer, sans parler d'autres ouvrages, de Van Pelt également, mais qui n'existent pas en français et qui est utilisé vraiment que par les spécialistes, ou quelques ouvrages de collègues polonais. Là, il y a le Siwiński qui vient de sortir sur Auschwitz aussi. Il y a les carnets de Nadjari, il y a plein de choses sur Auschwitz. Mais sur le moment qui est celui de l'arrivée des Soviétiques, sur les quelques semaines qui ont suivi leur arrivée et ce qu'ils ont pu percevoir, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite interface, enfin un petit espace dans lequel je pouvais essayer de m'engouffrer, petit, d'où la taille modeste de mon livre, mais néanmoins important, je crois, et tout au moins sans prétendre et sans abuser d'un regard autosatisfait sur mon travail, pour avoir eu quelques retours, d'avoir comblé une sorte de manque, tout en suggérant, et c'est ce que j'essaie de faire aussi, des pistes et des suites possibles, parce qu'il y aurait, à mon avis, des choses à approfondir sur plusieurs des axes que j'ai suivis. Donc voilà, moi, j'ai un grand respect pour le travail qui a été fait préalablement. Je ne prétends pas faire table rase du passé. Je ne prétends pas non plus refaire un ressucé ou un réchauffé de ce qui existait déjà. Et j'ai essayé de produire quelque chose intermédiaire qui permettent justement d'ouvrir sur des perspectives qui sont assez méconnues. Et quand on regarde les deux manuels dont je viens de citer, enfin les deux ouvrages de référence, que ce soit l'ouvrage d'Annette ou l'ouvrage de Tal, on se rend compte que sur l'après, sur l'arrivée des Soviétiques et l'après, il n'y avait pas grand-chose. Certes, Sylvie Lindeperg et Annette ont travaillé sur les images d'Auschwitz, que j'évoque brièvement, mais j'ai vraiment justement tenté de m'inspirer, de me référer à des sources qui existaient, tout en apportant, on va y venir, quelques éléments relativement nouveaux. Voilà. J'espère avoir répondu à cette première question. Très bien. Et je vous rassure, la démarche porte ses fruits. L'ouvrage est vraiment passionnant et en effet ouvre des perspectives qui sont totalement nouvelles. Donc vous avez fait référence justement un petit peu à ce que vous aviez utilisé, hein. Vous avez dit, Alexandre, en effet, forcément, vous êtes allé aussi chercher dans les travaux des prédécesseurs, mais pas seulement. Justement, en tant qu'historien, quels sont les matériaux que vous avez utilisés pour construire justement ce récit autour notamment du 27 janvier 45, des jours qui ont précédé, des mois qui ont précédé, mais aussi sur les jours et mois qui suivent? Alors, en fait, le matériel, enfin, la source principale, l'ensemble de sources principales, ce sont les témoignages. Vraiment. Là, j'ai eu la chance, je suis chargé de mission à l'Union des déportés d'Auschwitz depuis plus d'1 an. Et puis, il y en a un certain nombre qui sont d'ailleurs en accès libre sur Internet. Le site de l'UDA qui s'appelle Mémoire des déportations est un site très riche. Et en fait, cette association qui a fédéré plusieurs amicales, dont l'amicale d'Auschwitz, qui est née dès la fin de l'année 45, est une association qui regorge d'un certain nombre de témoignages qui ont été effectués à chaud parfois, pas très tôt, 45, 46. Un des Lévis que je cite là témoigne des 46.
de gens qui sont très méconnus. Les grands témoins, on les connaît, Ida, Raphaël Ezraï, bien sûr Ginette Kolinka, Simone Jacob, enfin Simone Veil, Marceline Loridan, Henri Borland, enfin il y a déjà du monde, hein, pour ne parler que des francophones. Si on rajoute Primo Levi, Elie Wiesel, ça fait du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit que sur ce moment et sur ce moment très ponctuel d'arrivée des Soviétiques, je me devais d'aller voir ce qu'en avaient dit les quelques rares survivants. Donc Primo Levi, bien sûr, dans La Trêve, ou dans Si c'est un homme, et en particulier dans La Trêve, fait longuement référence à ce premier contact. Mais au-delà de ce qui était assez célèbre, les témoignages de Raphaël Ezraï, que j'ai bien connu, euh, les témoignages de certains survivants ou alors de ceux qui ont vécu les marches de la mort. Donc le témoignage qui soit écrit, qui soit oral. J'ai pas mal réécouté un certain nombre de récits justement sur le site Mémoire des déportations, des récits, je pense des interviews télévisées de Simone Veil tout simplement où elle développe des points qu'elle ne développe pas toujours dans ses productions écrites. Je pense en particulier son moment où elle part de Bobrec le 18 janvier 1945 et où elle pense avec sa mère et sa sœur qu'on va les envoyer vers la chambre à gaz. Il y a tout cet élément-là qui est important. Donc les témoignages. Des plans également qui me paraissaient importants. Des photos aériennes. Un exemple tout bête, je ne vais pas ennuyer trop le public avec ça, mais mes collègues avec ça, mais j'essaye de me projeter sur ce qu'ont découvert les Soviétiques quand ils sont arrivés. Il y a plus d'un mètre de neige, il fait moins 20 degrés, mais pour bien connaître les lieux. Et je pense qu'une des sources qui m'a été utile, en fait, c'est le regard que j'ai porté moi sur ce lieu, et pas seulement sur les deux camps principaux que tout le monde visite. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur, sur, sur un certain nombre de sous-camps importants que j'évoque. Le site de Janina, maintenant, il n'existe plus, mais si vous prenez les sites agricoles dont il est parfois Boudi, par exemple, dont il est question. J'y suis allé il y a quelques années, donc profiter de l'image que j'avais de ces lieux, des plans qui existent, de quelques photos de l'ASS également, de la Politische Abteilung en particulier. Donc photographie, plans, des plans qui sont conservés sur le site du musée d'Auschwitz et dans certains ouvrages polonais, qui sont les plans qu'ont réalisés les SS pour construire une ville modèle à Auschwitz. C'est un angle que j'évoque brièvement, mais qui mériterait d'être pris. C'est tout l'effort de germanisation de cette zone, dont la ville d'Auschwitz a été, si je puis dire, le témoin et le laboratoire. Voilà. Donc des plans, des témoignages, des photographies d'époque. Et puis après, l'autre source, c'est glaner par-ci et par-là les récits qu'en proposent certains collègues. Par exemple, on parle de l'amicale d'Auschwitz. L'amicale d'Auschwitz a passé beaucoup de temps à enregistrer et à surtout faire parler des témoins. Donc sur le site de l'amicale d'Auschwitz, il y a également des tas d'entretiens. Je pense par exemple, sur les marches de la mort. Je me suis beaucoup inspiré de récits qu'on avait fait, Ida Grinspan. J'ai des souvenirs personnels, voilà, que je cite. À un moment, je cite Roger Perelman. Roger Perelman, c'était un des oncles de la famille Vievorka. Annette Vievorka en parle dans son avant-dernier livre qui s'appelle Tombeau. J'ai eu la chance de croiser Roger Perelman à Condorcet où je travaillais il y a plus de 20 ans. Et il a écrit un récit, mais je me souvenais de récits personnels quand il raconte la marche de la mort, le fait qu'il a été laissé pour mort après fusillade. Donc voilà, c'est-à-dire que j'avais des archives soviétiques que Marie Moutier m'avait gentiment transmises, qui m'avait été transmise par Marie. Certaines d'entre elles ont pu m'être utiles, mais je pense qu'il y aurait peut-être encore du grain à moudre, mais j'ai pas eu le temps de tout faire traduire. Par exemple, en particulier sur l'arrivée des Soviétiques et sur ce que savait vraiment le commandement soviétique ou les témoignages de certains soldats. Voilà, je pense que je vais prendre un exemple pour être totalement transparent et pour ouvrir une perspective et en tout cas peut-être donner le moral à celles ou ceux qui hésiteraient à se lancer dans une production, parce qu'on peut jamais être sûr qu'on a ratissé complètement large. Un de mes bons amis, enfin mes connaissances et que j'apprécie beaucoup, Georges Mayer, que Déborah connaît très bien et qui est le président de l'association Convoi 77, avec qui je travaille régulièrement, eh bien m'a annoncé, mais a posteriori de la production de mon livre, que son papa avait laissé un ouvrage. D'ailleurs, il est là. Voilà, je me le suis procuré à la FMS il y a une semaine, qui s'appelle Auschwitz le 16 mars 45. Voyez. Donc c'est quelqu'un qui était dans les infirmeries dont je parle et dont je ne connaissais pas le témoignage. Donc en fait, vous voyez, je bats ma culpe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de supports dont j'aurais pu encore me servir, mais pour être très honnête, dans la contrainte éditoriale qui était la mienne, le projet a été lancé au tout début de l'année
enfin 2024. Donc, Passé Composé et Nicolas Grappayen de cette très belle maison d'édition, Nicolas, on se connaît depuis longtemps, avait tout de suite validé l'idée, mais m'avait imposé des délais qui étaient très courts. Donc, voilà, ayant quelques petites choses à faire aussi à côté, j'ai pas pu aller beaucoup plus loin, mais ça fait déjà un corpus et je pense que ça se ressent. C'est-à-dire que il y a très peu d'idées globales que je n'évoque pas en l'étayant sur un ou plusieurs témoignages. J'essaye en tout cas. Ouais. Les témoignages qui sont d'autant plus précieux pour les enseignants. C'est vrai que c'est une mine en fait pour les enseignants à l'intérieur de cet ouvrage. C'est vrai qu'on pourra aller, l'enseignant pourra aller puiser dedans pour renouveler aussi un petit peu ses propositions documentaires à destination des élèves. Merci Alexandre. Vous évoquiez il y a pas si longtemps, donc on en vient peut-être maintenant à cette fameuse journée de libération d'Auschwitz. Vous avez évoqué tout à l'heure finalement l'immensité de ce complexe qu'est à Auschwitz. Et dans votre ouvrage, finalement, on découvre que l'avancée des troupes soviétiques permet vraiment de traverser justement cet immense complexe. Peut-être afin de replacer cette journée dans son contexte chronologique et spatial, est-ce que, Alexandre, vous pourriez rappeler brièvement à nos collègues les principales étapes de cette libération ainsi que les lieux traversés? Je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que les soviétiques arrivent aux alentours de Monowitz et c'est ensuite seulement qu'ils vont parcourir le reste de ce camp. Peut-être voilà, brièvement revenir sur cette journée du 27 où Oui, elle oui. débute Oui, brièvement. Alors j'aurais pu prévoir, je ne l'ai pas là, mais on peut le trouver dans le livre aussi, un plan pour se repérer un petit peu dans l'espace, que c'est vrai que à Auschwitz, c'est un lieu, et moi qui travaille, j'ai encore posté des choses il y a quelques heures sur LinkedIn là-dessus, sur l'importance des lieux, sur la force des lieux, sur l'importance de la géographie dans l'approche historique d'un lieu de mémoire. J'ai essayé, alors il y a des éléments qui sont factuels et puis d'autres que j'ai essayé de reconstituer. On sait que l'armée rouge arrive par l'Est, elle vient de Cracovie. Cracovie est tombée quelques jours auparavant. Plusieurs témoins parlent de bruits de combat depuis des semaines déjà et de bombardements à proximité. Il y a eu un survol de l'espace et des bombardements à proximité de la part de l'aviation soviétique dans les jours qui ont précédé. Et quand les troupes soviétiques, je ne rentre pas dans le détail, sont arrivées sur site, elles avaient déjà été mises en contact, mais dans les heures qui précédaient à peine, avec quelques échappés. Le haut commandement, tout au moins de la région, de la zone militaire, avait visiblement des infos, mais pour la plupart des soldats, c'était une surprise. Et une des choses que j'ai apprises pour l'occasion, que je ne connaissais pas, c'est la virulence des combats qui ont eu lieu à proximité du site. La SS a évacué le 18 janvier. Depuis le 18 janvier, tous les commandants du camp sont plus là, la plupart des forces armées sont plus là, mais visiblement, il y a encore des soldats, de la Wehrmacht essentiellement, quelques troupes de la SS qui livrent un combat très rude, qui font plusieurs dizaines de victimes, près de 250, si mes souvenirs sont bons, chez les soviétiques, d'après les chiffres officiels. Côté allemand, on n'a pas de chiffres forcément parce que l'armée rouge a peu communiqué là-dessus. Mais les soviétiques rentrent par Monowitz, ce que rappelle Primo Levi. Et d'ailleurs, Monowitz, c'est un des endroits où sur les 7000, 7500 personnes que la SS a abandonnées le 18 janvier sur site, et un des endroits où les plus peuplés. Il y a Monowitz, il y a quelques déportés sur Auschwitz I, quelques-uns sur Birkenau. En fait, dans les jours qui ont précédé les déportés des sous-camps, Bobrek, Janina, Boudi, dont je parlais, au Reichko, ont été déplacés vers ces camps principaux. Donc les soviétiques arrivent de l'Est, donc ils rentrent par Monowitz. Ensuite, ils avancent vers l'Ouest, ils tombent dans la ville, après ils tombent sur le camp 1. Et après seulement, dans la deuxième moitié de journée, plutôt courant de l'après-midi, début d'après-midi, parce qu'après la nuit tombe, ils doivent pénétrer, ils pénètrent dans Birkenau. Et je pense sincèrement, on n'a pas de source écrite qui le confirme, mais qu'il leur faut certainement plusieurs jours, je dis bien plusieurs jours, pour découvrir un à un la quarantaine de sous-camps qui sont situés dans une périphérie d'à peu près 40 km² au cours du site, sachant que si on prend un sous-camp comme Leichhammer, qui lui est à plus de 80 km d'Auschwitz, je n'en parle même pas. Mais pour ceux qui sont dans la proche périphérie, et je ne vais pas ennuyer tout le monde avec ces éléments de détails, mais l'entrée dans les trois camps se fait le 27, mais il y a fort à parier qu'il a fallu plusieurs jours pour que les autres sous-camps, même s'ils étaient vides, soient découverts par les soviétiques. Voilà. Donc les combats visiblement ont eu lieu à la périphérie, dans l'enceinte des camps certainement pas. Les contacts visuels
sont souvent très surprenants, on pourra en reparler. Mais pour ce qui est de la chronologie, en fait, l'armée allemande ensuite reflue et une bonne partie des soldats, d'ailleurs, n'ont pas vocation à rester là, hein, continuent à avancer et combattre et faire reculer la Wehrmacht. Et c'est seulement une partie de l'équipe médicale en particulier qui reste sur place et qui va gérer les prisonniers, enfin, les survivants. Mhm. J'ai essayé d'être à peu près précis. Si tu veux que j'aille plus loin, tu me le dis. Non, non, Après, c'est vrai, on peut. après, le détail des combats, il n'est pas franchement étayé par les sources. Il faut être très Mhm. honnête, hein. Mhm. L'armée rouge, elle est très synthétique et c'est pas l'armée allemande qui communique. Il y a quelques témoignages qui sont ceux des survivants, justement. Mais on est obligé de. C'est ce que je dis à plusieurs reprises, hein, on essaie de s'imaginer des choses, mais on n'a pas toujours la réalité des faits, quoi. Voilà. C'est vrai que ce qui est très intéressant aussi dans l'ouvrage, Alexandre, et vous venez de l'évoquer, c'est l'existence de ces sous-camps, hein, à plusieurs dizaines de kilomètres, notamment certains plus agricoles, d'autres peut-être plus industriels, je ne sais plus. Ouais. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on a tendance à insister voilà, sur Birkenau et à en oublier finalement l'existence de ces sous-camps, hein, mais qui Bah est oui, finalement extrêmement intéressante à évoquer avec nos élèves peut-être. parce que Birkenau, quand on a tous en tête les images de ces photos aériennes de l'US Air Force, de la Royal Air Force, on voit un immense espace de 170 hectares, on voit des dizaines et des centaines de baraques. C'est des gens qui, parmi ceux qui sont là ce soir, ils sont peut-être allés, se sont tous dit, ah, c'est immense, c'est immense. Mais en fait, l'immensité de Birkenau, elle n'a pas beaucoup d'importance pour ce qui est du système exterminatoire. Elle est importante dans le sens où elle renvoie au système concentrationnaire. Et la difficulté d'Auschwitz, c'est que, contrairement, puisque c'est ce que j'explique, quand les soviétiques sont arrivés à Treblinka ou à Sobibor, ils n'ont rien trouvé. Enfin, en fouillant un peu et en creusant, ils ont trouvé des ossements, ils ont trouvé des restes humains, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus un seul déporté, il n'y avait quasiment plus aucune baraque, le système exterminatoire avait été détruit, les chambres à gaz avaient été démantelées. Donc, quand ils arrivent à Auschwitz, ils sont, pour la première fois, c'est leur première. Il y a eu Majdanek un peu avant, quelques jours avant, mais pas énormément de différence. Et Majdanek, il y avait beaucoup moins de monde qu'à Auschwitz. Donc, ils sont enfin, ils comprennent pas ce qui leur arrive, je pense, hein. Et donc, ce qu'ils trouvent, ce sont des gens qui étaient censés travailler. Donc, comme vous le disiez, il y a des camps industriels. L'exemple le plus célèbre, enfin, des espaces industriels, c'est celui de Bobrek, où travaillait Simone Veil, une entreprise de Siemens, qui se trouve à quelques kilomètres. Et donc, dans cet espace où vivent à l'été 44, c'est-à-dire moins de 6 mois avant l'arrivée des Soviétiques, près de 100 000 personnes, mais où il ne subsiste plus qu'à peine 7 000 moribonds le 27 janvier, il y a eu un phénomène absolument incroyable, c'est que pendant des mois, cet espace était peuplé de gens qui travaillaient dans l'enceinte des différents camps administrativement, qui travaillaient à l'entretien des camps, qui travaillaient à la gestion des corps. Je ne reviens pas sur les Sonderkommando, mais il y avait également tous ces espaces industriels. Le plus grand d'entre eux, c'était la Buna Monowitz, là où on fabriquait, où la SS a tenté avec Ligue Farben de développer un caoutchouc synthétique. Ça, c'est une obsession, hein, de la SS, le caoutchouc synthétique. Sachant que si on travaille, et pour les collègues, c'est peut-être pas toujours une évidence, mais ce que j'essayais de rappeler aussi, mais ça, c'était dans tous les autres manuels, c'est qu'à Auschwitz, c'est le seul camp de concentration où sont arrivés des gens qui n'étaient pas déportés pour des raisons politiques, euh, on va dire, par rapport aux autres concentrations, ou des raisons d'opposition, ou des raisons d'associer, enfin des asociaux, comme les appelaient les SS ou les nazis, c'est-à-dire qui sont déportés parce que juifs. Et donc, en tant que juifs, ils arrivent, les hommes ou les femmes qui travaillent, qui ont entre 18 et 40, 45 ans, et ils effectuent des tâches qui sont industrielles, agricoles. Donc, Buna Monowitz, c'est ce que raconte très bien Primo Levi. Ça peut être Siemens, c'est là où travaille Simone Veil, c'est une usine de mécanique. Ça peut être l'Union Verca où travaillait Ida Grinspan, qui est une usine de fabrication d'armement. C'est de là d'où vient la poudre qui, le 7 octobre 1944, permettra de faire sauter le crématoire 4, hein, qui est un épisode très important de l'histoire du Birkenau. Donc, et puis il y a les espaces, donc les espaces industriels, les mines, comme Janina où travaillait Roger Perelman, et puis les espaces agricoles. Et donc les espaces agricoles, sachant qu'on est dans une zone que la SS veut transformer en une sorte de zone de colonisation et de peuplement, il y a de la pisciculture, vous voyez, il y a des serres, quand vous allez à Reichko, encore aujourd'hui, vous avez les serres qui sont là. Vous dites, c'est des femmes juives, pour la plupart des étudiantes de la Sorbonne ou de Paris qui étaient d'abord déportées dans le courant de l'année 42 qui travaillent sur ce site. Donc c'est un conglomérat, enfin une agglomération, si je puis dire. Il y a un espace qui est celui
des espaces des commandos agricoles comme Reichko. À Reichko, par exemple, dans les serres de Reichko, pour ça je suis pas sûr que l'auditoire le sache vraiment, dans le livre j'en reparle rapidement, la SS avait développé la production en faisant venir des déportés, parfois des femmes, des scientifiques d'autres camps, la production d'une plante d'origine russe essentiellement, dont les racines devaient permettre de fabriquer une sorte de pissenlit, dont les racines devaient permettre de fabriquer du caoutchouc synthétique également. Voilà. Sachant que le caoutchouc se fabriquant à partir de l'EVA, que l'EVA n'arrivant plus en Allemagne, il fallait trouver des ersatz. Donc, ce camp, c'est un espace concentrationnaire avec une particularité, c'est que la plupart des gens qui y travaillent ne sont pas là pour des raisons politiques ou classiques aux autres camps. Mais en même temps, c'est un site d'extermination. Et donc, un centre de mise à mort. Et donc, il y a cette superposition. Et tout ce que j'essaie de démontrer dans ma seconde partie, justement, c'est le mal qu'ont dû avoir les soviétiques à mettre le doigt sur les particularités de ces espaces. J'espère que je suis assez clair dans mon propos. Ouais, très bien. Bah, justement, Alexandre, vous avez parlé là juste avant des moribonds qui sont encore là, hein, plusieurs milliers. Vous venez de parler des soviétiques. Comment, et vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, mais peut-être pour donner quelques éléments à nos collègues, comment la libération, d'après les témoignages que vous avez pu lire, cette libération est-elle perçue immédiatement, à la fois par les survivants et finalement par les soldats soviétiques eux-mêmes? Et en quoi l'impact de la propagande soviétique, parce que vous en parlez aussi longuement dans votre ouvrage, a pu impacter finalement notre vision après coup de cette libération du camp? Oui, alors, il y a deux choses différentes. C'est visiblement ce qui est important pour les gens qui sont présents sur place, de Primo Levi à Lévy tout court, à Jean-Pierre Lévy dont je parle, ou je ne parle pas de ceux qui sont sur les routes des marches de la mort, les 6-7 000 qui sont là. Euh, je pense à Denise Toros-Marter également, qui témoigne encore d'ailleurs en région marseillaise et qui était présente sur site. Voilà, et j'ai jeté un petit coup d'œil au bouquin du papa de notre ami Georges Mayer, Alex Mayer, et ça va dans le même sens. Le premier élément, c'est une sorte de sidération, donc par perception, c'est la surprise, l'attente qui était depuis si longtemps présente, qui semble enfin aboutir. Je pense qu'il y a également, si on se met du côté des survivants, une forme d'incertitude parce que ce qui se passe immédiatement, c'est qu'il fait un froid vraiment très vif, que la plupart d'entre eux font entre 25 et 30 kilos, pour ceux qui sont encore en état de se lever, ce qui n'est pas toujours le cas. Primo Levi, lui, il avait, si mes souvenirs sont bons, la varicelle ou la scarlatine, enfin une maladie qu'il avait bloqué au fond du lit avec une forte fièvre, donc sont totalement incapables de se bouger, dont ont été opérés ou subissent ou ont subi les... Enfin, voilà, donc côté prisonnier, côté déporté, le terme prisonnier me gêne toujours, côté déporté, c'est plutôt une forme de soulagement et enfin, parfois certainement d'incrédulité. Quoi. Est-ce que ça arrive vraiment? Côté soviétique, d'après les quelques témoignages qu'on a, il y a aussi une forme de surprise de voir des gens en haillons comme ça, parce que c'est les premiers qui rencontrent en fait. Hein, quand ils arriveront par la suite, les soviétiques à l'est de l'Allemagne, au printemps, là, on en est dans le 80e anniversaire maintenant, mais c'est 3 mois après, vous voyez, c'est 2 mois et demi après. Et là, ils auront déjà un savoir-faire. C'est-à-dire qu'ils sauront, par exemple, j'explique concrètement, et là, c'est des témoignages qui le disent sérieusement, enfin, on le sait ailleurs, mais que certains déportés vont mourir de ce qu'ils ont mangé trop vite et mal. Et ce que dit Ida Grinspan, ce que disait dans ses témoignages, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, quand elle a été prise en charge par les soviétiques 3 mois plus tard dans un des camps allemands, elle dit: oh là là, les soviétiques, ils savaient quoi nous donner à manger, ils nous ont donné des céréales, on n'a pas mangé trop vite, contrairement aux Américains qui filaient des boîtes de conserve aux déportés et qui mouraient immédiatement. Mais en fait, ce qui se passe au printemps 45, c'est pas ce qui s'est passé en janvier 45 à Auschwitz, où là, les soviétiques sont complètement démunis. Il y en a qui donnent à boire de la vodka aux survivants. Enfin, vous voyez, donc, une sorte de réflexe. Ils ont froid, ils ont faim. Donc, il y a cette surprise. Et donc, après, dans les jours qui suivent, une dépêche de l'AFP, hein, dans les jours qui suivent, renvoie simplement un signal très simple sur le fait que des soviétiques sont entrés dans un camp de concentration nazie au sud-ouest de la Pologne. Ça s'arrête là. Hein, avant que les informations sur Auschwitz soient corroborées par différents témoignages en France, il faudra des semaines, voire des mois, sinon peut-être même plus, mais au moins des mois. Côté soviétique, il se passe quelque chose que j'évoque rapidement, mais qui avait déjà été travaillé, mais sur la manière dont les soviétiques filment les choses. Les soviétiques, ils filment et ils photographient.
il y a des caméramans et photographes qui sont embarqués, embedded, comme on dirait maintenant dans le jargon anglo-saxon. Staline l'avait fait hein, et avait imposé ça dès la reconquête du territoire soviétique. Hein. Je renvoie sur les travaux de Ehrenburg, de Vassili Grossman. Enfin, il y avait une très belle expo au mur de la Shoah il y a quelques années sur ce que les soviétiques avaient filmé en découvrant tous ces centres de mise à mort et les camps. Mais, ce qui est intéressant, c'est que les photos qui concernent l'entrée immédiate des soviétiques sont peu nombreuses parce que le 27 janvier, la nuit tombe déjà. Donc en fait, il y a quelques photos de cadavres qu'on connaît qui sont pris dans le site, sur le site de Birkenau. Il y a eu certainement des... Enfin, certitude, il y a eu des fusillades au moment où les SS, où les derniers combats ont eu lieu, quelques 250 à 300 morts sur le site de Birkenau. Il y a quelques photos qui sont prises dans les jours qui suivent, dont certaines d'un photographe polonais. Mais ce qui est surtout très intéressant, et l'image que nous, on va se construire, je ne cafte pas, sinon à peine, je retombais il y a encore quelques jours sur une image d'un reportage sur la découverte d'Auschwitz par les soviétiques avec une photographie qui était annoncée libération ou découverte, mais en fait la photographie était prise en février ou mars, voire avril 45, et c'était à coup sûr une reconstitution. Parce que ce que je rappelle ici, c'est qu'il y a des images qui circulent, des images filmées, des images photographiques. On a des images très célèbres avec les enfants qui montrent leur tatouage. Ne serait-ce que l'image de la couverture de mon livre, elle m'a pris la tête pendant des semaines. Parce que cette photo, elle circule quand vous tapez Auschwitz 45, vous tombez sur cette photo. Mais en fait, il a fait des semaines. Voilà, grâce à Alban, et on a retrouvé rapidement Alban Perrin, la source. Mais c'est une photo qui est prise le 14 février 45. Donc la date, elle est attestée. On connaît la photographe, le photographe. Elle est prise 3 semaines après. D'ailleurs, si on a l'angle élargi de la photo, on se rend compte que sur les rebords du bloc 19, ici, il y a deux escaliers avec un petit rebord, il n'y a plus de neige. Voilà, donc, alors que le 27 janvier, il y avait 1 mètre de neige. Donc ça s'est radouci très vite. Et ce que je veux dire, c'est que sur cette photo, et je la commente à la fin de mon livre, on peut émettre des doutes très sérieux quant au fait que les gens qui sont devant le bloc 19 soient vraiment des gens qui ont survécu à la détention. Peut-être certains d'entre eux l'ont fait cette étape de survivre, d'autres beaucoup moins. Hein, et j'ai en tête une photo qui était, allez, je le cite sur le site de France Culture pour un reportage. Alors, c'était il y a 20 ans, on va dire que depuis ça a pu changer. En 2005, sur la libération d'Auschwitz, où là, il est évident que les gens qui sont là sont des Polonais du coin, que les Soviétiques ont été cherchés pour donner l'impression, et c'est ce que je voulais montrer aux lecteurs et ce que je voulais rappeler aux collègues, pour donner l'impression d'une véritable libération. Et donc, on édulcore tout ce qui fâche. On voit très peu de morts. Les Soviétiques, par exemple, se sont focalisés, mais ça, Sullivan Lindeberg et Annette l'avaient dit depuis longtemps, Annette Vivorka, je les cite, je m'y réfère à nouveau, c'est que les Soviétiques photographient beaucoup les effets personnels, les vêtements, les lunettes, les cheveux. Les Soviétiques, quand ils rentrent sur Birkenau, ils tombent sur 7 tonnes de cheveux. Hein. Donc, voilà. Et pour une raison simple, qui est très importante, et qui pourrait être prise dans la discussion par la suite, c'est de démontrer que le nazisme, c'est une forme de perversion du capitalisme, quoi. Et donc de démontrer qu'on a été tellement loin qu'on a fait travailler des gens jusqu'à l'extrême. Mais la partie mortalité, les morts, le système d'extermination, les ruines des chambres à gaz, sont à peine évoqués, à peine évoqués. Et même sur les cheveux, on parle plutôt des tissus que de photographier les tonnes de cheveux. D'ailleurs, qui ne sont pas accessibles comme ça, ils sont dans des sacs, etc. Enfin, voilà, donc il y a une volonté très claire de la part du pouvoir soviétique de montrer le crime, mais de le montrer sous un angle très particulier. Et puisque, je termine sur cette réponse, il ne faut pas être trop long non plus, mais ça a des conséquences très importantes sur l'image qu'on va avoir durablement de l'arrivée des soviétiques à Auschwitz. C'est-à-dire que il y a un extrait de film, il y a un film qui tient pied bien la route, c'est où on voit des photos, enfin, on voit un avion survoler l'immense site de Birkenau sous la neige. Ça, c'est des images qu'on peut prendre vraiment comme étant non trafiquées, non bidouillées. Mais par contre, il y a une image où on voit un caméraman qui rentre dans un bloc de Birkenau, on voit des vieilles femmes qui sont à plat ventre sur les chalits, qui l'accueillent comme si elles accueillaient les soldats à bras ouverts. Mais quand on regarde les petites dames en question, elles ont entre 60 et 75 ans, et il n'est pas possible qu'une petite dame de cet âge-là soit sur Birkenau au moment où les Soviétiques rentrent. Surtout que la plupart d'entre elles sont parfois, enfin, un certain nombre d'entre elles sont en surcharge pondérale, ce qui, sur Auschwitz-Birkenau en janvier 45, paraît peu probable. Donc, vous voyez, on a toute cette
superposition. Et il y a même une scène qui est très célèbre, qu'on voit parfois sur les archives cinématographiques, de ces soldats qui arrivent sous le portail Arbeit-Macht-Frei, donc de Auschwitz I, et des gens qui les acclament de l'autre côté, qui les applaudissent, qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Ça, c'est de la reconstitution. Donc voilà, les Soviétiques ont fait un énorme travail de gestion des prisonniers, de gestion des survivants. On fait un énorme travail de soins. Mais sur l'image qu'ils ont véhiculée, on pourrait, je ne sais pas si c'était prévu d'en parler là, mais évoquer également la question du chiffre, du nombre de victimes. C'est-à-dire que non seulement il laisse une image erronée, mais en même temps, il laisse également un bilan chiffré qui n'est pas le bon, et ils ont tendance à mettre de côté un certain nombre de choses qui fâchent. On pourrait en revenir, en reparler d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai Merci. répondu à votre question. Super, Alexandre, merci beaucoup. Justement, tu évoquais tout à l'heure la ville d'Oswiecim aussi plus largement et l'urbanisme imposé par les nazis dans un projet de germanisation. Justement, hein, on comprend dans l'ouvrage qu'il y a une véritable imbrication, oui, des fonctions résidentielles, industrielles, de mise à mort finalement. Et est-ce qu'on peut dire, Alexandre, que l'organisation spatiale et l'urbanisme imposé, voulu par les nazis à Oswiecim, est-ce qu'on peut dire que ça reflète finalement l'idéologie et l'efficacité de mise à mort finalement de ce système nazi? Est-ce que c'est vu Bien, comme ça? si on réfléchit bien, oui, oui. Et Tal le disait dans son ouvrage déjà il y a 10 ans, Piper le disait, j'ai également un auteur polonais qui a beaucoup travaillé sur le site d'Auschwitz qui l'avait mis en avant aussi. Ce qu'on observe, c'est que Auschwitz, c'est comme si ça devait être une sorte de laboratoire de la germanisation dans cette région. Cette Haute-Silésie, qui est une région très riche en produits miniers, en matières premières agricoles, qui a longtemps été germanisée, hein, qui était autrichienne pendant longtemps. Puis, enfin, donc le vocable Auschwitz, c'est pas une invention, c'est-à-dire que ça existe déjà, parce que avant d'être Auschwitzim en polonais, c'était Auschwitz en allemand, enfin à l'époque autrichienne. Donc les Allemands, ils s'inscrivent, ils rentrent un peu dans les pantoufles de leurs prédécesseurs autrichiens, si je puis dire. Et la germanisation, elle passe par, premièrement, pour Auschwitz, qui est une ville qui fait à peu près 14 000 habitants en 1939, par l'expulsion de tous les juifs. Il y a à peu près 8 000 juifs à Auschwitz avant la guerre. Donc ça veut dire que la population d'Auschwitz, elle est à 60% juive quand les Allemands arrivent. Et donc, et ça c'est intéressant, parce que contrairement à ce qui se passe dans d'autres villes de Pologne, les juifs d'Auschwitz ne sont pas ghettoisés in situ. Ils sont expulsés vers des petites villes ou des gros villages du nord de la région. Et après, quand le système exterminatoire fonctionne, les ghettos sont fermés au nord et les juifs d'Auschwitz sont gazés à Auschwitz. Bon. Mais, non, vous voyez, donc je réponds à ta question parce que expulsant 60% de la population, détruisant la synagogue principale, les écoles religieuses juives, etc., les Allemands expulsent également une partie importante des Polonais non juifs. Donc ils ont la main sur la ville, un espace urbain qu'ils vont s'évertuer à totalement réorganiser. Et donc pour répondre à ta question, il va de soi que le programme de germanisation passe également par le programme d'éradication de la population juive locale, déjà. Et la deuxième chose qu'on peut constater, c'est que même la place du Rinek, c'est-à-dire la place principale de toutes les villes polonaises qu'on appelle la place du Rinek, la place du marché, elle a commencé à être modifiée sur la base de constructions avec des arcades, etc., très germaniques, euh, qui prouvent bien qu'une fois que cette population a été en partie chassée, le but, c'est de faire venir alors, des ingénieurs, des chercheurs, des ouvriers allemands, des techniciens qui peuvent venir d'autres pays. Je veux dire, on dit souvent que les nazis ont viré, en fait, la SS a vidé complètement la zone d'intérêt. C'est faux. La zone d'intérêt qui fait près de 40 km² est une zone d'intérêt, ou même un peu plus, c'est une zone d'intérêt dans laquelle sont restées des populations polonaises, mais celles qui, pour les SS, étaient utiles, soit au travail agricole, soit au travail industriel, et qui n'étaient pas, elles, déportées. Vous voyez, une sorte de situation intermédiaire. Donc, oui, construction d'un hôpital pour les SS, construction de théâtres, de maisons closes, construction de restaurants. Moi, ce qui m'a le plus sidéré dans le plan, qui est très précis, hein, sur lequel on peut travailler, et les gens de Passé Composé ont fait vraiment un beau boulot pour l'intégrer dans une version plus light, mais importante dans l'ouvrage, c'est de me rendre compte que dans le prolongement de la commandanture, c'est-à-dire le poste de commandement qui jouxte une des entrées de Birkenau, hein, juste dans la partie 3, là, vers le Mexico, euh,
il y a un service vétérinaire pour les chiens de la SS, quoi. C'est-à-dire que les chiens de la SS sont soignés sur place. Vous voyez, donc, oui, Auschwitz est en voie de germanisation et que viennent s'installer là-dessus, par là-dessus, toutes les entreprises industrielles allemandes. Mais là, sur ce point, il n'y a pas tellement de grosses différences avec ce qui peut se passer dans les villes allemandes. Euh, Là, j'étais au Struthof il y a encore 2 jours. Bon, bah, au Struthof, il n'y a pas d'usine qui s'installe à côté parce que, en l'occurrence, le site ne s'y prête pas. Mais néanmoins, un avionneur allemand installe des ateliers dans l'ancienne carrière. Donc, je veux dire, la présence de déportés, qu'ils soient juifs ou non juifs, c'est une présence de main-d'œuvre. Bon. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est cet aspect qui est méconnu, hein, du grand public et que je suggère de transformation de l'espace urbain avec un espace urbain qui jouxte les espaces de travail déportés. Ce qui veut dire, il faut imaginer, c'est ce que j'ai essayé de faire en essayant de faire une sorte de schéma, de récit, c'est-à-dire se dire, quand les soviétiques rentrent, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, c'est vide, c'est à l'abandon, mais ils ont du mal à imaginer que 6 mois avant, c'était une fourmilière, cet endroit. C'est une fourmilière. Hein, c'est ce que racontait il y a encore quelques jours Ginette Kolinka, qui est venue à Janson, disait à Auschwitz aujourd'hui, c'est aseptisé, c'est calme, il n'y a plus un bruit. À l'époque où j'y étais, c'était l'effervescence la plus complète, quoi. Donc, moi, j'ai essayé aussi de retranscrire par écrit des questions que je me pose depuis 20 ans, que j'y vais régulièrement. C'est on ne peut pas se rapprocher vraiment de ce qu'a été ce lieu, même en essayant d'y réfléchir le plus rigoureusement possible. On ne peut que s'en Merci. approcher, mais d'assez loin quand même. Je vois que le temps passe. Alors, j'en viens peut-être à un autre aspect, Alexandre, c'est sur les enjeux aussi de mémoire et aussi en termes de pédagogie. Voilà, Auschwitz c'est devenu le symbole central de la Shoah. Il y a déjà aussi beaucoup de littérature sur cet aspect par rapport au prisme d'Auschwitz. Est-ce que cette focalisation entre guillemets, sur Auschwitz, a pu contribuer à éclipser les autres centres de mise à mort ou les autres camps, ou voir certains aspects de l'extermination, Alexandre. Oui, alors, oui, ça, c'est pas un sujet que j'évoque directement, mais Mm. il est certain que pour y aller depuis très longtemps, pour voir évoluer le site, pour voir évoluer sa mémorialisation, je rappelle que en 2005, par exemple, la Judenrampe n'était pas mémorialisée. Donc voilà, l'endroit où sont arrivés 500 000 juifs européens était recouvert d'une haute couche d'herbe. Il y avait une pauvre petite plaque qui avait apposé, qui est toujours, enfin pauvre petite, qui était à peine visible des fils et filles de déportés juifs de France sous l'impulsion des Klarsfeld en 92. Je prends l'exemple du bunker 1, qui était jusqu'au début des années 2000 une maison occupée par un Polonais. Je rappelle à nos auditeurs que le bunker 1, c'est la première chambre à gaz du site de Birkenau, qui est construite à l'extérieur du site, qui d'ailleurs à ce moment-là est tout petit quand elle est construite, enfin elle n'est pas construite, c'est une ferme qui est transformée en chambre à gaz. Et après la guerre, le lieu a été récupéré par les habitants. Quand on se construit avec le temps, a été construit une maison très moderne. Et au début des années 2000, c'est Richard Prasquet et Marcelo Pezzedi qui ont racheté la maison pour la détruire, pour pouvoir la mémorialiser. Mais sinon, les propriétaires vivaient sur un endroit où ont été gazées à peu près 100 000 personnes et étaient dispersées l'équivalent des corps sous forme de cendres. Donc ce que je veux dire, c'est que le lieu évolue sans cesse et que Auschwitz soit devenu un lieu de mémoire où venaient en 2019 2 300 000 personnes, je crains, vu le monde que j'y ai vu encore il y a un mois, même pas, que 2024, début 2025 soit un record en termes de fréquentation. C'est logique qu'Auschwitz soit devenu, c'est ce que disait Annette Viorke il y a quelques années, une sorte de métonymie de la Shoah. Alors, je ne veux pas être non plus trop doc dans mon propos, mais rappeler des choses qui sont importantes, même avec les élèves, à rappeler, et surtout avec les élèves, je crois. C'est-à-dire que la Shoah, maintenant, c'est clair, ça commence au plus bas le 22 juin 1941, et dans la pratique, on peut considérer que le processus de ghettoisation, et Audrey Kechelepski l'a très bien montré mais son article de la nouvelle histoire de la Shoah, les premières fusillades des Einsatzgruppen commencent dès l'entrée en Pologne en septembre 1939, mais on va dire que le processus exterminatoire massif, c'est l'été 1941, et tu disais que pendant longtemps Auschwitz avait écrasé l'histoire de la Shoah, c'est vrai, mais depuis les travaux de Timothy Snyder, Raoul Hilberg d'abord, Snyder, les travaux incontournables de Marie Moutier-Bitan,
aussi bien sur les champs de la Shoah que dans le cadre de sa thèse publiée récemment, hein, sur le pacte antisémite. Les travaux de Christian Ingrao également ont très bien montré, oui, j'essaie d'oublier personne, ont très bien montré que la Shoah, c'est d'abord le système de l'extermination par les fusillades, qu'on pinaille sur le terme Shoah par balle ou pas, ici on pourra en reparler, mais moi personnellement c'est un vocable qui ne me dérange pas tant que ça. Moi j'utilise souvent le terme de fusillade massive, qu'on connaisse Ponar, Ponari, Rumbula, Mali Trostenetz. Ça, c'est des notions, enfin, c'est des termes qui, quand moi j'étais élève, donc il y a déjà très longtemps, mais quand j'ai commencé à enseigner, ça commence à faire longtemps aussi, c'est des éléments qu'on citait jamais. Donc, ce que je veux dire, c'est que un des mérites de l'historiographie récente est d'avoir fait ressurgir toute une histoire de la Shoah à l'Est qu'on ne connaissait pas. Les Roumains qui ont massacré leurs Juifs sans la présence d'un seul SS. Des choses comme ça. Ça, maintenant, c'est connu. Hein. Et les gens qui veulent travailler là-dessus peuvent le faire. Il y a des sources en français, il y a des articles. Dans la revue d'histoire de la Shoah, vous avez des articles sur les massacres de Juifs roumains qui sont remarquables. Enfin, voilà, ce que je veux dire, il y a la matière. Maintenant, pourquoi en France, on accorde une telle importance à Auschwitz? Je prends toujours cet exemple de l'intervention de Jean-Marie Le Pen en 87 quand il parle des chambres à gaz et qu'il dit c'est un point de détail de l'histoire. Les journalistes du grand jury RTL qui l'interviewent sont vent debout et l'un d'entre eux qu'on ne voit pas mais qu'on entend parce qu'on voit le visage de Le Pen, je vous renvoie sur le site de l'INA, chers collègues, vous pourrez aller voir, dit à Le Pen, dit à Jean-Marie Le Pen, mais monsieur Le Pen, comment osez-vous dire que les chambres à gaz sont un point de détail, 6 millions de morts tout de même. Comme si les 6 millions de juifs morts étaient tous morts dans les chambres à gaz. Et donc, pourquoi cette focale sur les chambres à gaz d'abord, et deuxièmement sur Auschwitz? Sur les chambres à gaz, je viens de répondre. La question de la Shoah dite par balle a mis beaucoup de temps à être rendue publique, et l'année dernière, je faisais à peu près à la même époque une conférence grand public dans une petite ville du sud-ouest de la France, et je me suis rendu compte qu'en évoquant les massacres massifs, j'avais l'impression de parler chinois à une population qui n'avait jamais entendu parler de ça, quoi. Et j'ai rien contre le chinois, mais je veux dire, il parlait une langue incompréhensible à une population qui découvrait ce phénomène, alors que pourtant la série Holocauste que j'ai vue moi quand j'étais gamin, ça date de 77-78 en France, quoi. Voilà, donc dire les fusillades massives, bon, je ne développe pas. Auschwitz, pour terminer, parce que en France, surtout, et Yanis le dit aussi depuis longtemps, Yanis Roder, enfin, en France, 69 000 personnes sont parties vers Auschwitz sur les 76 000 déportés depuis la France. Sur les 69 000, 63 000 sont arrivés avant le printemps 44, les 6 000 restants, comme Ginette, Marceline Loridan, et après, sont arrivés à partir du printemps. Bon, mais sur les 3 500, 4 000 survivants, d'où venaient-ils? Ils venaient tous d'Auschwitz. Tous. Vous pouvez faire la liste. Il n'y en a pas un qui est revenu de Reval, là. Dans quelques jours, on va convoi 73, celui du père de Simone Veil, celui de Miron Zlatin, le directeur de la Maison d'Isieux. Ceux qui sont partis à Reval, ils ne sont pas revenus. Ceux partis à Sobibor, ils ne sont pas revenus. Ceux qui sont partis à Auschwitz ont eu une petite chance de revenir. Et donc, c'est dramatique à dire, mais les seuls qui pouvaient raconter la Shoah en France, c'était les survivants d'Auschwitz. Donc, ce n'est pas étonnant que la mémoire d'Auschwitz ait surmonté toutes les autres mémoires. Il ne peut pas y avoir de mémoire de Remno en France. Enfin, il y a une histoire de Remno, mais il n'y a pas de mémoire de Remno. La mémoire de Remno, elle peut être pour la petite poignée, pour Simon Srebnik, qui a interviewé Lanzmann au début de son film. Simon, c'est le fameux siffleur du film de Lanzmann. Lui, il était à Remno, il était en train de déterrer les corps et de les cramer. Il avait 14 ans, mais voilà, aujourd'hui, il est mort, Srebnik. La mémoire de... Vous voyez, donc, pour répondre à ta question, je pense que oui, Auschwitz, c'est devenu une sorte de synonyme de Shoah, de synonyme de souffrance des Juifs d'Europe, parce qu'il est vrai que 1 100 000 d'entre eux ont quand même été propulsés vers ce lieu, mais 1 million de morts, d'accord, 980 000, mais Treblinka, c'est 900 000 morts, ou 850 000, ça dépend des sources, mais 850 000, qui connaît Treblinka en France? À part les historiens, les enseignants, quelques élèves et quelques membres. Parce que, puis il y a un troisième phénomène, qui est donc le poids d'Auschwitz, des survivants, enfin, c'est le même, ça, la méconnaissance de ce qui s'est passé ailleurs, et puis je pense aussi à la question du judaïsme ashkénaze, quoi. C'est-à-dire que, d'une manière générale, pour
pour se souvenir de ces centres de mise à mort situés à l'est de l'Europe. Et il y en a en Europe occidentale des Ashkénazes qui ont survécu, qui sont venus s'installer. Moi, j'ai très bien connu Isabelle Choco, qui était née à Łódź, à Lodz, en Pologne, et qui, après la guerre, a absolument pas voulu retourner en Pologne, et qui est venue s'installer en France. Bon, Michel Feldman, ils sont tous morts, hein, tous ceux dont je parle à chaque fois, j'ai beaucoup d'émotions en les évoquant. Bah, lui, c'est pareil. Donc, mais aujourd'hui, le judaïsme ashkénaze en France, il pèse très peu par rapport au judaïsme séfarade. Et le judaïsme séfarade, c'est une autre histoire. Et donc, quand les gens pensent Shoah, automatiquement, ils pensent Auschwitz. C'est d'ailleurs pour ça que le site est à ce point visité. Or, chers collègues, je vous le signale, les sites de Treblinka, de Sobibor, de Majdanek aujourd'hui se visitent. À Treblinka, il y a un gros travail qui est en train d'être fait pour améliorer la mémorisation. Des photos, alors tout n'est pas merveilleux, mais voilà, la Shoah ne se résume pas. Moi, je pense, j'y suis pas encore allé, malheureusement, ça fait longtemps que je veux y aller, mais un détour par la forêt de Ponard à côté de Vilnius, même s'il reste plus grand-chose, hein, il y a les fosses et puis il y a une stèle. Bon, Babillard, maintenant, on peut plus y aller à côté de Kiev. Enfin, il y a d'autres endroits. J'espère ne pas être trop long sur les réponses, excuse-moi. Non, non, c'est parfait. Peut-être le moment, Alexandre, de rappeler à nos collègues, et certains ont peut-être déjà eu la chance de participer à ces fameux voyages. On en parlait juste avant de lancer la visio, hein, grâce au mémorial de la Shoah, hein, soit des voyages en académie, hein, qui se font, Ouais, ouais, mais ouais. aussi les fameuses universités d'été, D'été. Ouais, hein, qui permettent justement, en effet, de chercher ces traces de la Shoah à Sobibor. J'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans. ouais, ouais. Relno, tu en parlais, qui sont en effet pour nous, enseignants français, finalement des lieux souvent méconnus. Hein, si finalement dans notre parcours universitaire ou à travers nos lectures, on ne s'y est pas forcément penché. Hein, donc Ouais. c'est vrai que voilà. Sachant qu'en plus, si on parle de lieu de mémoire de la Shoah, alors pas de ce qui a pu se produire encore que, mais ne serait-ce qu'à l'échelle, mais ça c'est une autre visio qu'il faudrait faire, mais j'intervenais il y a quelques jours là-dessus au mémorial des martyrs de la déportation à Paris, et puis c'était quand même le gros de notre article avec Pierre-Jérôme Biscara dans la Nouvelle Histoire de la Shoah, c'est qu'il y a quand même à l'échelle métropolitaine déjà un certain nombre de lieux qui sont de plus en plus mémorialisés. Ce n'est pas la même logique, mais bon, Drancy, bien sûr, mais je pense à la gare de Bobigny, où un énorme travail a été fait, au camp d'Émile, à Pithiviers, donc à Gurs, même dans un... Là, vous voyez Roger Van Ginsberg la semaine dernière. Bon, ben, même quand on est sur le site de Gurs, on peut, quand on habite dans le sud-ouest de la France, évoquer la question de la déportation des Juifs de France. Donc, après, c'est un autre enjeu. Mais la question des lieux de mémoire qui permettent de transmettre un savoir ou d'attirer les élèves vers une autre façon de travailler, pas la peine d'organiser un voyage à Sobibor ou à Ponari. Après, pour nous, en tant qu'enseignants, ça peut être utile d'aller y faire un saut. Ça, c'est autre chose. Tu parles justement des élèves, Alexandre, en tant toi que spécialiste de l'histoire de la Shoah, en tant que formateur, enseignant, hein, aussi, quels conseils justement tu pourrais donner afin de transmettre aux élèves, à nos élèves, la complexité à la fois du moment de la libération d'Auschwitz ou la complexité d'Auschwitz tout court, j'ai envie de dire, sans tomber dans la vision simplifiée ou héroïsée, et tout en conciliant la rigueur historique et en même temps l'émotion que l'on peut comprendre, hein, de la Ah part ouais. de nos élèves que suscite justement cet enseignement. Quels seraient les quelques conseils rapidement que tu pourrais éventuellement nous Oh, donner? c'est C'est pas une évident question parce peut-être que pas simple, je suis désolé. oui, oui, non, non, mais c'est une belle question. J'y avais réfléchi un peu parce que, en gros, pour résumer, pour le dire aux collègues, il y a des gens, enfin des collègues et des amis du mémorial qui y vont des dizaines de fois par an. Moi, j'essaie de ne pas dépasser les 4 5 fois par an, mais ça depuis 20 ans, donc ça commence à faire un certain nombre de fois où je vais sur place, avec des groupes très différents d'adultes, d'enseignants, pour ne parler que des élèves. Bon. Bon, moi je pars d'un principe, et on en parle avec mes amis, je suis aussi membre de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Euh, il n'y a pas besoin d'aller à Auschwitz pour parler de Shoah. On peut faire une très belle séquence en classe, ou plusieurs belles séquences en classe, avec des sources vidéo, des témoignages écrits. Ça peut être des extraits aussi bien des perpétrateurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas se priver des sources des bourreaux. Voilà. Que ce soit eux dans son journal ou dans son récit, que ce soit les récits de médecins, voilà. Mais également de se pencher sur le côté, bien sûr, les témoignages des survivants, des victimes, plutôt que des témoins. Donc le témoignage,
Moi, je pense qu'il faut accorder une grande importance, si je dois me permettre de donner des conseils, à la géographie des lieux et à son évolution. C'est-à-dire qu'une belle chronologie d'Auschwitz permet, je pense, de faire une belle, c'est-à-dire une histoire réussie de la Shoah en montrant que, je prends un exemple concret, sur le district de Cracovie, la plupart des Juifs du district ont été déportés vers Belzec. C'est un des hasards. Bon. Il y a quand même plusieurs milliers de Juifs du district Cracovie qui ont été exterminés à Auschwitz, mais il y a également entre 35 000 et 40 000 Juifs qui ont été fusillés dans le district de Cracovie. Ce qui veut donc dire que rien qu'avec cette échelle-là, on peut travailler Shoah par balle, déportation, ghettoisation, l'exemple de Cracovie, et l'exemple de l'extermination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on se dit, comme moi je connais un peu le problème de mes collègues, de nous tous, c'est qu'on a très peu d'heures, on a des manuels qui font ce qu'ils peuvent, on a des élèves qui sont plus ou moins réceptifs à ce genre d'histoire. Donc, soit on survole, soit on focalise et on zoome. Si on veut faire la Shoah très simplement, on laisse Auschwitz et on fait Treblinka. Voilà, 6000 personnes qui arrivent par jour, on prend l'extrait d'Abraham Bomba dans Shoah si on veut faire susciter un peu d'émotion, ou si on veut faire réfléchir aux élèves à la question de la mémoire et de la transmission. Après, ça peut être intéressant de le faire en SP, par exemple, en terminale. Mais le voyage et le déplacement ne sont pas indispensables. Par contre, si on bouge et qu'on va sur les lieux avec les élèves, oui, là, il y a un certain nombre de conseils, de choses à éviter. C'est-à-dire éviter de le faire dans un format imposé par un organisme touristique. Éviter de le faire sans se tourner vers des guides spécialisés qui sont ceux du Mémorial de la Shoah ou d'autres associations. Éviter de le faire en pensant que les élèves vont tout comprendre en une fois, c'est pas possible. Éviter de le faire en se privant de la possibilité qu'ils puissent être émus, et en même temps éviter de le faire, et j'arrête là-dessus, en évitant éviter de choisir la surémotion. Il y a des établissements, en particulier des établissements religieux, privés religieux de confession juive, par exemple, qui parfois visent essentiellement l'aspect pèlerinage. Voilà. Donc, pour ce qui est des séquences en classe, je n'ai pas de recette miracle. Je pense que ce qui peut être important aujourd'hui, dans le contexte actuel, en particulier où on galvaude un certain nombre de termes, et en particulier celui de génocide, de revenir sur les trajectoires de micro-histoire. Moi, je travaille beaucoup sur les élèves de Janson, sur les élèves, sur la trajectoire de gamins de 6 mois, de 7 ans, de 10 ans, à qui on fait faire 3000 km en train pour les exterminer dans une chambre à gaz. Enfin, voilà, on est sur des sujets qui sont quand même très lourds. Donc, je pense que les enseignants sont capables de voir un peu comment fonctionne et évolue leur classe. Mais je pense que si je devais, et je terminerai là-dessus, proposer un remède, c'est plutôt que de se disperser en prenant 50 événements et 15 documents, en choisir 3 ou 4 qui sont très riches. Par exemple, les témoignages des Andor Commando. Il y a un dessin de Marcel Nadjari là, dans son dernier, enfin, dans le bouquin qui a été publié il y a récemment aux éditions signé balise là, qui s'appelle Auschwitz Sonderkommando, la très Salonique Birkenau, qui donne un dessin tout bête où quand on zoome, on a une porte qui s'ouvre, c'est la porte de la chambre à gaz, et de cette porte sortent des corps. On peut travailler sur David Holler. Les sources, elles sont énormes, elles sont excessivement nombreuses. Là-dessus, on pourrait en reparler. S'il y a des questions, je vais m'arrêter là parce que je trouve déjà exemplaires les participants qui ne sont pas partis. Vous me direz après, ils peuvent dormir derrière leur écran, je ne les vois pas. Mais en tout cas, c'est pour moi un indicateur intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu trop de déperdition. Mais j'espère pas avoir été trop long dans mes réponses. Voilà, c'est tout. Pas du tout. Bah, j'ai moi-même une dernière question, alors Oui. Alexandre, et puis après on laissera la parole aux collègues. Justement, toi qui connais très bien le site d'Auschwitz, toi qui es spécialiste des lieux de la Shoah, quels sont pour toi les défis actuels ou futurs du site d'Auschwitz, justement pour transmettre, continuer de transmettre cette histoire, cette mémoire, mais tout en évitant peut-être la banalisation ou une certaine surcharge émotionnelle, vraiment à propos du site en lui-même, toi qui connais bien son évolution, tu nous en Ouais. parlais tout à l'heure. Je pense qu'on risque pas. Moi, j'ai un regard très critique sur les dernières fois où j'y suis allé.
on risque pas la surcharge émotionnelle quand on voit les cohortes de touristes qui déambulent en suivant leur guide et leur petit drapeau là sur le camp 1 l'après-midi, pour ceux qui connaissent un peu les lieux, qui est l'ancien camp principal de Stammlager, transformé en musée depuis 1947, où on enchaîne les vitrines d'objets personnels, de cheveux, de sandales, et où il y a des pavillons nationaux. Donc le premier danger, le premier écueil, c'est gestion de la massification. Moi, je ne suis pas Piotr Stivinsky, je ne serai jamais. Je ne suis pas à l'administration, je suis juste un modeste. Enfin, je fréquente modestement le site, j'en connais un peu son histoire. Mais ce que je constate depuis des années, c'est que la mémorisation de Birkenau n'a pas bougé. Birkenau, c'est 170 hectares, et il y a en tout et pour tout une trentaine de photographies ou de panneaux, peut-être une quarantaine. Et donc, si on n'est pas accompagné par un très bon guide papier, je pense au guide d'Auschwitz que mes amis Pierre-Jérôme Biscara et Jean-François Forge ont publié chez Autrement, qui est très utile. Si on n'a pas un manuel ou si on n'a pas travaillé en amont, on est livré. Alors vous allez me dire, à Delft, c'est la même chose. Hein. À Delft, je vois que des ruines. Mais à Delft, on ne travaille pas sur la même logique, quoi. Et là, moi, je me demande toujours, c'est un des défis auxquels je fais. Certes, le musée a imposé un guide pour les groupes, mais les individuels, ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas de guide, quoi. Donc le premier défi, c'est d'historiciser ce lieu de mémoire. C'est un truc sur lequel je me bats depuis des années. Je disais aux élèves avec qui j'étais au Struthof ou à Verdun il y a 3 jours, sans histoire, un lieu de mémoire, c'est vide. Voilà, c'est très clair. On peut dire à quelqu'un, oh là là, ce qui s'est passé là, c'est horrible, mais ça suffit pas. Vous allez à Omaha Beach et vous regardez les vagues tomber sur la plage. À aucun moment, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous raconte ce qui s'est passé, vous allez percevoir les 3000 GI qui sont morts sur la plage, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que un des défis, c'est de continuer à historiciser. Le mémorial fait de gros efforts. Hein. Il y a eu tout un remaniement de l'entrée sur le camp 1, mais le camp 1, c'est-à-dire le camp musée, ça devient surréaliste, quoi, avec des files d'attente, avec des passages de sécurité. Donc, quand on veut aller à Auschwitz, d'abord, je recommande impérativement de commencer par Birkenau. Voilà. Et deuxièmement, il faut switcher, y aller le matin à Birkenau, là où les gens vont plus sur le 1, et l'après-midi sur le 1, quand les gens vont plus sur Birkenau. Prendre une visite de 8 heures ou de 6 heures avec un guide et pas de 3h30 avec ses élèves, c'est suicidaire. Voilà. Donc, les défis, c'est ça. C'est historiciser, c'est-à-dire faire histoire, c'est gérer les flux. Et l'autre défi, mais là-dessus, l'administration du musée s'y emploie, c'est de gérer, de préserver les ruines. C'est terrible, mais il y a des historiens de l'art, il y a des archéologues qui sont embauchés par le musée et le mémorial d'Auschwitz pour gérer les ruines du crématoire 2 ou 3. Le 3, il a été restauré. Restauré, c'est qu'on restaure des ruines. Voyez. Donc on en est là, on en est là. C'est un terrain marécageux. Là, il y a un gros travail qui est fait depuis des années pour restaurer brique par brique les baraques du camp des femmes. Donc je pense que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, Auschwitz sera toujours visitable. C'est déjà une évidence. Mais le deuxième écueil, et là-dessus, je termine pour que les collègues, s'ils ont envie et le courage de le faire, enfin, encore envie de m'interroger, j'essaierai de répondre à leurs questions, mais le deuxième écueil, il est politique. Il n'est pas touristique, il n'est pas matériel, donc ça fait déjà, mettons le troisième, touristique, la surcharge, l'aspect matériel, le troisième écueil, c'est le politique. C'est-à-dire que rien ne dit que demain, après-demain ou après-après-demain, ce lieu sera encore visitable. Je vais prendre un exemple concret. On ne sait pas de quoi seront faites les prochaines années en termes géopolitiques polonaises dans la région. Mais sans tomber dans le scénario catastrophe, la politique mise en place par le gouvernement qui vient d'être renversé il n'y a pas longtemps, le PiS, était telle que sur le site d'Auschwitz, la politique du musée était de mettre en avant la souffrance des Polonais non juifs. À Auschwitz, c'est 150 000 Polonais non juifs, dont 75 000 sont morts. Vous avez la dernière guide que j'ai côtoyée il y a un mois, ça s'est très mal passé. Je pensais qu'il n'en existait plus des comme ça, il en existe encore. C'était la souffrance des Polonais. Et donc, ce que je veux dire, cette concurrence mémorielle qui fait que, ben, j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais que ce qu'avaient laissé en héritage les Soviétiques, Soviétiques en 1945, dès l'été 1945, ils annoncent 4 millions de morts à Auschwitz. On ne peut pas les accuser d'avoir sous-estimé le nombre de victimes. Mais 4 millions de morts, mais à aucun moment ils parlent des Juifs. À aucun moment ils mettent en avant la spécificité d'Auschwitz, qui est le lieu, le plus grand cimetière juif de l'humanité. 1 million de victimes. Et jusqu'à la chute du communisme en Europe de l'Est et en Pologne,
la particularité d'Auschwitz sera niée au nom de la volonté de mettre en avant les victimes du communisme. Et donc, dans la Pologne d'aujourd'hui, un des grands risques, c'est que cette mémoire d'Auschwitz, qui est quand même très spécifiquement tournée, entre autres, les Tziganes, les Soviétiques, les déportés français, je pense à Marie-Claude Couturier, j'oublie personne pour froisser personne dans l'auditoire, mais un des risques, c'est qu'il y a un détournement mémoriel, quoi. Une sorte de hold-up mémoriel. Et ce qui préserve Auschwitz de ça, c'est qu'il y a un conseil d'administration, un conseil scientifique qui est international, avec un financement israélien, américain, qui fait qu'au même au pire des moments du PIS, ou la fameuse loi mémorielle de 2018, etc., ça s'est passé quand même. Et Auschwitz-Sivinsky a été accusé de judéiser la mémoire d'Auschwitz. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Judéiser la mémoire d'Auschwitz, c'est un truc de fou. Donc pour moi, un des plus gros risques, c'est que le site évolue de façon négative, comme d'ailleurs pourrait évoluer de façon négative, si je puis dire, c'est-à-dire pour aller vers un révisionnisme historique ou une sorte de nuance des choses en raison d'évolutions politiques. Ça, c'est le deuxième écueil dont personnellement, je ne peux pas dire qu'il n'aura jamais lieu. Autant les premiers, sur l'entretien matériel, je suis optimiste, autant sur la gestion des flux touristiques, je me dis, ça, il y a un vrai sujet. Mais moi, je pense qu'il faudrait des audioguides sur le camp numéro 2, mais là, c'est un autre sujet. Voilà, c'est-à-dire que les gens puissent avoir des infos, comme ils en ont sur le camp 1, dans l'immensité du camp de Birkenau, mais je ne veux pas être trop spécialiste pour les gens qui nous écoutent. Mais je pense également que toute visite d'Auschwitz doit être précédée ou suivie par un détour, au moins sur le site de Cracovie, sans tomber dans le piège du tourisme de masse et d'aller visiter les mines de sel ou le Wawel avec ses élèves, même si on peut le faire dans un autre projet, parce que ce sont des lieux très intéressants. Mais il y a tout un travail qui est quand même encore intéressant à faire sur la mémoire juive à Cracovie et sur la manière dont d'ailleurs la mémoire juive peut être instrumentalisée à des fins purement touristiques. Merci Alexandre. Il est 19h45, il nous reste un quart d'heure, hein, c'est ça, Maud. Donc peut-être que, en effet, les collègues sont restés en Ouais, nombre. courageux, hein. Donc ça peut être le temps Très admiratif. des questions ou à poser Oui, j'avais une directement. question de Thibaut Ah bah Fleury, voilà, vas-y donc en Maud. lien avec ce que Alexandre disait à la fin de l'entretien. La reconstitution de la libération d'Auschwitz-Birkenau par les soviétiques va peut-être aussi avoir sur le fait que la spécificité du génocide juif va être occultée dans un premier temps. Oui, tout à fait. Sur ce point, je l'évoque à la fin de mon livre, et c'est une évidence. C'est-à-dire que ce qui se passe à Auschwitz, ça se passe également sur tout le front et sur toute la zone des fusillades massives. C'est-à-dire que l'administration soviétique, en particulier stalinienne, vise à nier littéralement les spécificités du génocide. Ce qui fait que l'inauguration du mémorial, enfin de cet immense monument horrible en plein cœur de Birkenau en 67, débouche sur un discours d'1 heure et demie du Premier ministre polonais, où à aucun moment le mot juif n'est prononcé. Donc ce que je veux dire, c'est que de Staline 45 à Gomulka 67, en plus on tombe en pleine guerre des 6 jours, là c'est mon autre casquette sur l'antisionisme que je ne développe pas ici, on est sur un axe qui est très clair. Les juifs, c'est une des nationalités du système soviétique, mais c'est en aucun cas une cible spécifique du système exterminatoire nazi. Les victimes du nazisme, c'est les victimes de la Grande Guerre patriotique, c'est les victimes du fascisme. Et pour Staline, au-delà de son antisémitisme viscéral et du contexte dans lequel se déroule la fin de la guerre, il est hors de question de pointer du doigt la spécificité des Juifs. Donc, là, bien sûr, notre collègue a tout à fait raison. Ce qui se passe sur Auschwitz s'inscrit dans une logique plus large. Tout le travail de décapitation au sens politique, mais d'extermination au sens parfois physique, d'élimination de tous les gens du comité juif qui avaient accompagné la libération de l'URSS le prouve, jusqu'au procès des médecins en 52. Il y a voilà, il y a un retournement, un basculement. Staline s'est appuyé sur la minorité juive pendant la guerre, mais dès que la guerre est terminée, voilà, on rentre dans quelque chose qui va inspirer, qui va imprégner le regard que portent les contemporains pendant longtemps, très longtemps. Euh, alors c'est juste une remarque, pas une question, mais Thibaut Fleury nous dit que par rapport au voyage mémorial, souvent c'est le problème du coût qui fait qu'on ne peut pas emmener les élèves.
même s'il y a des camps d'internement en France qui pourraient être Oui. Alors pour visités. le coup, cher Thibaut Fleury, vous le savez certainement aussi bien que moi, certes, surtout depuis quelques années et depuis l'après-Covid où les prix des vols ont flambé, euh, il y a quand même des remèdes qui sont potentiellement, d'une part, les subventions qu'on peut obtenir. À la FMS, ça peut aller jusqu'à 25% du coût global d'un projet, ce qui est quand même pas rien. Vous avez la Fondation Maginot, vous avez la DMCA, vous avez parfois les structures locales, les associations, les communes. Alors c'est vrai que c'est un gros travail, que ça fédère, ça génère beaucoup d'énergie. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, allez, quand on se débrouille pas trop mal sur un projet mémorial, un projet voyage, on peut faire prendre en charge entre 50 et 60% de la charge globale, quoi. Donc c'est vrai que ça reste encore un coût. Moi, je prends un exemple concret. Ça fait 3 ans que je peux plus emmener les profs, enfin les collègues que je forme à l'INSPE de Paris, parce que si on passe pas par le mémorial de la Shoah, qui lui a des prix défiant toute concurrence parce qu'il met son argent dedans, ça devient très cher de partir plus de 3 jours à Cracovie, qui devient en plus une ville, je vous signale, j'ai appris ça il y a un mois, Cracovie, si j'ai bien compris, c'est entre 12 et 13 millions de visiteurs par an, hein, parce que c'est une ville festive, parce qu'il y a plein de trucs. Donc les prix flambent aussi sur Cracovie. Donc voilà, c'est vrai que c'est un souci. Donc, mais pour envisager un voyage qui tienne la route, soit le bus, si je parle de route, on peut penser au bus, mais c'est beaucoup plus long et c'est voilà, faut avoir au moins 4-5 jours devant soi, soit de monter des dossiers très, très en amont et d'obtenir entre 50 et 60% de financement, ce qui peut valoir le coup, quoi. Voilà, Merci pour cette information. rien. Euh, alors, n'hésitez pas à poser des Ouais, questions soyez dans le pas chat ou intimidés, bien à j'essaierai de ouvrir faire court, votre promis. micro. J'essaierai de faire court, ou alors j'ai déjà été tellement précis qu'il n'y a plus de questions. Puis il est presque 8 heures, la journée, on n'est que lundi soir, donc je ne me vexerai pas. Après, ça peut être par le biais du chat aussi, mais visiblement tout le monde est très sage, donc non. Bon. Même des critiques hein, sur le livre, sur des choses qui manquent. Moi, je m'attends à tout. Hein. Je, je suis assez souple. Bon, bah, s'il n'y en a pas, j'espère j'espère en tout cas que le contenu a satisfait l'auditoire. Vous aurez peut-être des retours de votre côté, puisqu'évidemment, il n'y en a pas là. Mais au-delà de ça, je pense que sur ce sujet-là, et je terminerai là-dessus, pour ne pas faire de rab ou de sup, c'est pas la peine. Hein. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. En particulier, c'est un épisode qu'on n'a pas évoqué là, mais sur la question des marches de la mort, sur leur géographie, sur leur trajectoire, sur les témoignages, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Voilà. Et je sais que mes amis et collègues de Yad, Inou, Noum continuent à aller piocher et glaner quelques témoignages de gens qui étaient des gamins ou des jeunes adolescents en 45 et qui aujourd'hui vivent encore en Pologne et qui continuent à raconter côté polonais, ce qui est assez rare. J'ai pu me servir dans le livre, ça c'est, on a oublié tout à l'heure sur les sources, tiens, voilà, les témoignages cette fois-ci de gens qui avaient 14-15 ans, polonais non internés, qui racontent les marches de la mort. J'en ai cité au moins 4 ou 5 dans mon bouquin, avec l'autorisation de Michal Rojak, un de mes amis de Yad, qui est l'association du Père des Bois. Mais si ça peut donner des idées ou des vocations, je pense que sur le sujet, il y a un truc à faire. Quoi. Et si vous avez, chers collègues, puisque je vois et j'entends personne, je m'adresse donc à mon écran, enfin sinon vous deux, Armand et Maud, mais sinon des possibilités de travailler sur la micro-histoire à votre échelle d'établissement ou d'arrondissement ou de village ou de ville, faites-le. Faites-le parce que depuis quelques années, il est évident que c'est ce qui attire et ce qui draine le plus les élèves vers ce sujet-là, quoi, je pense. Merci, merci en tout cas Alexandre, hein, et on ne peut que recommander à tous les collègues qui nous ont suivis, hein, donc l'ouvrage Auschwitz 1945 et les autres ouvrages. On en aperçoit quelques-uns derrière Oui, Alexandre c'est qui vrai. sont dans la bibliothèque. Ouais. Hein, donc vraiment, on l'a dit tout à l'heure, vraiment voilà, un ouvrage indispensable pour les enseignants, une mine aussi d'un point de vue documentaire. Hein, on va pouvoir Merci. piocher dedans, hein, les Ouais. nombreux N'hésitez témoignages pas. notamment qui renouvellent un petit peu nos stocks aussi à nous. Hein, donc voilà, et puis merci Alexandre pour le propos très clair. Hein, et puis vraiment, voilà, la pédagogie dont tu fais preuve. Hein, on voit que Il y tu a es encore juste enseignant. une Voilà, personne qui voudrait tu n'as pas intervenir. perdu la main. Ah, Ah, une pardon. dernière Alors, question. Ah bah Ouais. voilà, dernière question.
Ah, Je suis S'il désolé, peut c'est encore ouvrir Thibaut Fleury. Je, oui, je dois oui, te bon, laisser c'est là. bien Thibaut. Heureusement que vous êtes là, hein, c'est chouette. Et je suis content de Oui, vous oui, oui. entendre. Alors, je me disais quand même, oui. Enfin, j'ai chatté, mais oui, oui. Alors, moi, j'ai vraiment apprécié ce moment. Et c'était pour dire que à Bordeaux, on a travaillé sur le camp de Mérignac au Beaudésert. Alors, Moi il y a aussi. eu un travail fait par la média, enfin, par les services des archives qui est assez complet, qui est en train d'être exposé aux archives départementales. Et nous, avec les élèves, alors je suis en lycée pro, on a travaillé sur un essai de restitution du camp en construisant une table d'orientation et un site Oui, ben, internet qui accompagne. c'est pas vous qui avez gagné un prix récemment là-dessus? Ben, le prix Corin, C'est ça, bah oui, l'année ben, on dernière. s'est croisés l'année dernière, j'étais là quand vous l'avez Mais, reçu. mais carrément. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça Voilà, que je et savais c'était que pour je dire devais. que voilà. Et c'est pour dire que, alors, en lycée pro, là, les élèves, ils ont des compétences et que, Hmm. en fait, c'est un travail qui les a rendus évidemment très fiers, mais bon, qui participe aussi à la construction de leur citoyenneté et que bah, les collègues ils peuvent se lancer là-dedans. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, c'est génial. Je suis désolé, c'est pas tellement le terme, mais Non, non, mais vraiment c'est. pour eux, c'est Oui, oui. Non, voilà. non, Et mais c'est c'était ça. une super réalisation et c'est vrai que tout ce qui peut se faire à la base, projets locaux, micro-histoire, et sous différentes formes, vous en êtes la preuve. C'est-à-dire que on peut partir d'un savoir-faire des élèves et construire une table d'orientation, travailler sur un centre d'internement local, travailler sur des photos qu'on retrouve par hasard, sur une BD, sur moi, je pense que c'est un des moyens de, plutôt que de partir d'en haut, c'est de partir d'en bas pour attirer nos élèves et ces générations qui sont totalement déconnectées de cette histoire, et de la plupart des collègues qui n'ont pas eu, comme à mon âge, à moi, des parents ou grands-parents qui avaient vécu cette période, de rentrer dans le vif du sujet parce qu'après, on se rend compte que ça les intéresse beaucoup, quoi. Voilà. En tout cas, je suis Oui, ravi qu'on ait absolument. pu se parler parce qu'on avait brièvement échangé et on s'écrit de temps en temps sur LinkedIn. Donc, je suis content Oui, d'avoir exact. échangé avec vous, Thibaut. Ouais, c'est très Ouais. chouette. Ouais. Merci beaucoup en tous les cas. De Merci. rien, merci beaucoup. En tout cas, merci aux clients pour leur confiance, hein, renouvelée une nouvelle fois. Je suis ravi d'être intervenu, d'avoir touché une vingtaine et puis au moins touché une vingtaine de collègues. Avec à ce stade de l'année, c'est toujours bien et voilà. Donc, en espérant que ça donne envie de lire le livre et d'aller plus loin sur ce travail de réflexion avec les élèves, quoi. Voilà. Oui, Et c'était très enrichissant et je reçois plusieurs messages dans le chat qui le confirment. Je peux en lire. Merci beaucoup car c'était très intéressant. Merci beaucoup, exposé très clair et riche. C'était passionnant. Merci pour cette conférence passionnante et les conseils pour la classe. D'accord, bah écoute, ça fait plaisir, je suis content, ça fait plaisir. Merci à vous Armand, en tout cas, et Maud, pour l'accueil, merci Alexandre. j'espère avoir répondu à toutes les questions. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, d'ailleurs, pour continuer à échanger, on a nos adresses mail, Oui. sur d'autres sujets. Et puis, remercier la grand chef Déborah aussi pour son soutien logistique et pour son accueil favorable aussi, j'imagine. Et puis, pour toute la sauce, parce que vous faites un gros travail. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais trop le temps de m'engager, mais ne serait-ce que quand je regarde les comptes rendus de lecture, les résumés, tout ça, ça demande un travail considérable. Et pour nous, enseignants, quel que soit le niveau, c'est sacrément précieux, quoi. Donc, et merci à Armand d'ailleurs pour la super fiche de lecture sur le bouquin. C'est vous qui l'aviez rédigé, hein, je crois. Oui, oui, c'est moi qui l'avais Ouais. rédigé. Bon, en Ouais, même temps, lorsque l'ouvrage est clair, synthétique et bien écrit, ça ouais, aide ouais, aussi beaucoup. mais on peut aussi trouver un ouvrage clair, synthétique et trouver qu'il n'est pas intéressant. Donc voilà, donc Et ben là, il en était très l'occurrence, intéressant. c'était sympa en tout cas. Merci beaucoup à vous en tout cas. Bonne soirée à tous. Ah, il y a un nouveau message, j'ai l'impression, dans la barre de chat là, non? C'est moi. Ah, c'est vous, pardon, c'est vous. À Et puis, bientôt. Bonne soirée. l'enregistrement Merci sera pour mis votre en accueil en ligne. tout cas. D'accord? Merci beaucoup, Merci à Alexandre. vous. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.